Un autre point intéressant, alors là c'est de la théorie pure, donc vous savez que ici, le Soleil s'est formé là, à partir de nos éléments. Et les premières étoiles sont nées ici. Et il y a des planètes autour de toutes les étoiles. Ce qui veut dire que les planètes ont pu se former ici, partout. Et sur ce que l'on connaît actuellement du développement de la vie sur la Terre, il a suffi d'éclairs et de réactions chimiques pour produire la vie. Donc il n'est pas exclu que des êtres vivants, pas les vivants en ce moment, je ne sais pas ce que c'est, soient nés dans l'univers 6 milliards d'années avant nous, 5 milliards d'années avant nous, 2 milliards d'années avant nous, je ne sais rien, peut-être pas. Mais imaginez que des êtres vivants soient nés ici, 3 milliards d'années avant la formation du Soleil. Donc ça veut dire que cette civilisation, si elle est encore vivante, aurait 3 milliards d'années d'avance sur nous. Est-ce qu'on peut imaginer comment on peut communiquer avec une civilisation qui a 3 milliards d'années d'avance sur nous? Sur Terre, il y a 3 milliards d'années, il y avait des microbes, des choses comme ça. Aucune communication n'est possible. Donc, même s'il y a des civilisations qui sont là avant, il est très probable qu'on ne puisse pas communiquer. Enfin, sur nous, eux, peut-être qu'ils voudraient, mais l'intérêt pour nous de communiquer avec des microbes pour l'unité. Donc, je ne sais pas. Bon, ce que je vous dis, c'est de la spéculation pure, on n'a aucune information. Donc, les toutes premières étoiles, la toute première version de JPSC, c'était ceci. Là, on passe de l'image du télescope Hubble à l'image du James Webb Space Telescope. Et vous voyez donc on améliore vraiment la qualité de l'image. Et ce qui est assez intéressant, donc ça c'est ce qu'on appelle un nappe. Il y a des étoiles dedans, on les reconnaît, les exemples d'étoiles. Ce qui est intéressant, ce sont ces arcs qu'on voit là, ces petits arcs rouges. Donc en fait, ici on a ce qu'on appelle un amas de galaxies. Donc, on a plusieurs milliers de galaxies, comme la Voie lactée. Et la lumière qui vient de loin derrière change de direction à cause de l'attraction gravitationnelle. Et tous ces petits arcs viennent d'une seule galaxie derrière, et la lumière est déformée, comme si on regardait avec une loupe. Et c'est ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. Donc on a la même galaxie ici, qu'on voit, et on peut remonter avec une sorte de loupe d'amplification pour voir ce qu'il peut voir. Et cette image-là a la taille d'un grain de sable tenu à bout de doigt. Donc c'est extrêmement petit, et là on a des milliers de galaxies. Et c'est partout, pareil dans l'univers, c'est pas un endroit spécial. Voilà, c'est notre image. Alors maintenant je vais vous expliquer ce qu'est le redshift. Alors, si vous avez fait l'anglais, évidemment vous savez ce qu'est le redshift, c'est un décalage vers la gauche. Et pour ceci, je vais me servir d'une analogie qui s'appelle l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler, ça n'a rien à voir avec le redshift, à part que ça ressemble. Donc je vais faire, vous avez ici un avion, là pour l'instant l'avion ne bouge pas, et il fait du bruit. Lorsque le bruit s'éloigne de l'avion, il s'éloigne de manière concentrique, à la même vitesse dans toutes les directions. D'accord? Maintenant, si on fait bouger cet avion, il va se déplacer, évidemment, et il va se déplacer dans ce sens-là, et ça va écraser. Les ondes sont émises de plus en plus tôt vers là, et de plus en plus tard vers là. Et donc ça produit l'effet que vous devez connaître. Si une ambulance ou une voiture de police ou un avion passe à côté de vous, eh bien vous allez avoir le son passe de très aigu à très grave. Plus aigu à plus grave. Et bien donc ça c'est l'effet qu'on appelle l'effet Doppler sur le son. Dans l'univers, pour la lumière, c'est la même chose. Vous avez ici une soucoupe volante, elle se déplace, ici ça devient plus aigu, pour la lumière ça devient plus bleu. Vous voyez, la lumière est bleue. Pardon, elle est perçue par les vaches, sur le bord. Elle s'éloigne et la lumière devient plus rouge. Ah, ils n'ont pas compris sur Terre. Mais donc, on a donc ce décalage vers le rouge, redshift, qui vient de là. Donc c'est le même effet, sauf qu'ici c'est sur le son, là c'est sur la lumière. Alors je simplifie un peu parce que c'est pas exactement ça, mais bon, ça vous permet de comprendre ce qu'est le redshift. Et en fait, plus un objet, une galaxie, une fusée, une vache s'éloigne rapidement de nous, plus le décalage en rouge est important. Et c'est ce qui nous permet de mesurer la distance des galaxies. Donc lorsqu'on regarde une galaxie, si on observe dans l'univers local, elle est à la lumière classique, mais en se décalant à de plus grands redshift, à de plus grande distance, elle devient de plus en plus rouge, et donc ça nous donne une idée. Si on a des galaxies rouges,
dire qu'elles sont peut-être loin. Alors c'est pas suffisant, parce que les galaxies rouges, ça peut vouloir dire c'est autre chose que des étoiles sont vieilles à l'intérieur. Et si on voit une galaxie qui ressemble à une spirale comme ça très loin, on peut se poser des questions sur l'évolution des galaxies. Mais dans tous les cas, ce décalage vers rouge, donc pour une galaxie qui se trouve à un redshift de 3 ça veut dire 2 milliards d'années-lumière, 8 ça veut dire 500 millions d'années après le Big Bang, 14 ça veut dire 100 millions d'années après le Big Bang, eh bien on peut avoir une idée de la distance de la galaxie. Et c'est ce qui a été fait avec le télescope spatial Hubble. On a pris donc l'image que je vous tout à l'heure. Là, dans ce petit carré, on a une petite boule rouge. Donc si elle est petite, ça veut dire qu'elle est peut-être loin. Si elle est rouge, ça veut dire qu'elle est peut-être loin. Et donc on a mesuré ce qu'on appelle le spectre. C'est-à-dire qu'on a regardé quelle est la composition chimique de cette galaxie. Et on voit qu'il y a de l'oxygène, de l'hydrogène, du néon et d'autres récifs. Et comme on sait quelle est ce qu'on appelle la longueur d'onde de ces raies d'émission, eh bien on peut mesurer le redshift. Voilà, donc je vous ai fait un petit calcul, mais bon, on n'avait pas la peine de l'apprendre par cœur, ça sera juste après pour les interrogations morales. On a un redshift de 8,5, ce qui place cette galaxie, en 8,4, à 13,1 milliards d'années-lumière de nous. Vous voyez souvent la couleur, donc on a des galaxies qui sont plus proches, qui sont plus grosses, on voit la rouge, puis de plus en plus rouge, on a un peu plus loin. Et lorsque c'est petit et rouge, eh bien la probabilité que ce soit une galaxie très lointaine est très forte. Alors, là, ça va être une petite animation pour vous montrer cette évolution. Donc là, vous avez un champ observé par un télescope, vous avez des belles grosses galaxies, vous avez des petits points rouges, on va les voir après. Et donc, on va se promener à l'intérieur. Voilà. Donc là, c'est une galaxie qui ne se trouve pas très loin. À 5 milliards, millions, c'est milliards d'années, 5 milliards d'années, c'est pas très loin. Et vous avez vu, ça ressemble à une belle spirale. Celle-ci, plus loin, à 7 milliards d'années-lumière, et la spirale moins, il y a des tracés, on voit des petites structures. Celle-ci est encore plus loin, 10,6 milliards, on peut se faire du tour, on voit 4 points comme ça. Et lorsqu'on va encore plus loin, eh bien, on trouve ces petites boules rouges, 12,7 milliards d'années-lumière. Et tout ceci nous donne une indication que quelque chose s'est passé dans l'univers. Les galaxies ont évolué de ceci à ceci, à ceci, à ceci, à nous. Et donc ça explique, ça s'explique par le fait que dans l'univers, les galaxies évoluent en même temps que l'univers évolue. Donc les premières étoiles se sont formées par là, on commence à former des petites boules, qui sont pas rouges d'ailleurs, c'est pas tout à fait rouge, puis elles ont commencé à se rassembler pour former des débuts de spirales, et puis des spirales mieux formées par la suite. Et donc on observe ça partout dans l'univers, et c'est une des preuves qu'on a bien eu quelque chose qui était très petit à l'origine, et qui a grandi énormément pour produire l'évolution des galaxies, qui est liée à l'évolution de l'univers. Et donc là, je vous montre, alors ce ne sera pas très joli à voir, les deux galaxies les plus lointaines que l'on connaisse. Là, dans ce petit carré ici, vous avez une zone rose et une zone rouge. La zone rose, c'est quelque chose qui est en avant, dans mon point de vue. Et la zone rouge, ici, c'est une galaxie qui se trouve à, alors, je vous dis le redshift, Z égale 14. Ça veut dire que c'est le plus loin. Cette galaxie se trouve à 288 millions d'années après le Big Bang, c'est-à-dire 2% de l'âge de l'univers seulement. Et donc, si on met ça à l'échelle de moyenne de 100 ans, eh bien, évidemment, ça va rajouter 2 ans. Donc, ce sont des galaxies qui sont dans l'enfance de leur évolution, qui ont été détectées par ce télescope James Webb, et on en a maintenant quelques dizaines qui se trouvent à peu près à cette distance. Alors, on approche de la fin, et donc évidemment, je reviens au titre du départ, les premières étoiles des galaxies d'Amérique. Donc, vous avez compris que lorsqu'on regarde très très loin, on n'a pas ce genre de bulle, on n'a pas ces galaxies bien jolies qu'on voit ici, on a quelque chose qui est complètement différent. D'un point de vue esthétique, c'est peut-être gênant, mais d'un point de vue astrophysique, c'est très intéressant parce qu'on voit une évolution. On voit une évolution des étoiles à l'intérieur des galaxies, on voit une évolution de la forme des galaxies, et on lie tout ceci à l'évolution de l'univers.
Donc je reviens sur ce petit schéma. Je vais le faire un peu, pardon. Voilà. Donc les télescopes, lorsque j'ai commencé ma carrière, regardez jusqu'à cette distance. Le télescope spatial Hubble a été lancé et en quelques années, on a pu arriver à observer des galaxies qui se trouvaient là. Maintenant, avec le James Webb, on s'approche vraiment des toutes premières galaxies et étoiles américaines. Alors, on est capable de les détecter, mais on n'en a pas détecté de manière sûre. Parce que, comme vous avez vu, il y a énormément de choses dans son point d'image, et il faut faire le tri dans tout ceci. Mesurer la distance, relative, regarder si vraiment on a des objets, des galaxies qui sont extrêmement éloignés, et il y a des galaxies partout, donc c'est un travail qui est extrêmement difficile. Et ceci, ce que je vous ai montré au début, prendre ce qu'on appelle des spectres avec des raies, ce n'est pas possible pour toutes les galaxies parce que il faut avoir suffisamment de lumière, suffisamment de télescope, soit c'est grand. Donc lorsque c'est modérément loin à 13,1 milliards d'années-lumière, on est capable de le faire, et pour les toutes premières, c'est de plus en plus difficile. Donc celle-ci, donc la partie rouge est une des deux galaxies les plus lointaines, et on le mesure grâce à cette, vous voyez, donc ça c'est ce qu'on appelle le spectre, il y a une discontinuité ici, et donc c'est ça qui nous donne la distance. Et ça c'est l'autre, où on voit la même discontinuité. Alors elle s'appelle MOM Z14. Alors, Z14 c'est la variation 14, et MOM c'est parce qu'elle a été découverte le jour de la fête des maîtres. Bon, je vais passer ça. Donc, pour finir, on va revenir à la formation des atomes. Donc, les atomes se forment dans le cœur des étoiles ici. Et c'est là qu'à partir d'hydrogène et d'hélium, on forme du carbone, de l'oxygène, de l'azote, etc., etc. Jusqu'au fer. Et puis ensuite, des atomes plus lourds, comme de l'uranium, de l'or, de l'argent. Donc c'est cette évolution dans le cœur des étoiles qui va produire des atomes de plus en plus lourds, donc en partant de l'hydrogène et de l'hélium, qui allaient former lors du Big Bang, carbone, oxygène, azote, silicium, magnésium, néon, fer. Donc tous les atomes qui nous composent et qui se trouvent dans cette table de Mendeleïev dont vous vous rendez peut-être, ont une origine astrophysique. Les deux premiers en haut, hydrogène et hélium, ont été formés dans le Big Bang. Ce sont les deux plus légers. Ceux qui sont en jaune ont été formés en fin de vie des étoiles de faible masse. Donc lithium, carbone, azote, c'est le nom de ceci. Ceux qui sont en vert, c'est l'explosion des étoiles les plus massives. Et donc après, on a d'autres phénomènes aussi qui permettent de former les autres dans les environnements des étoiles. Donc on peut expliquer l'ensemble de tous ces atomes formés dans l'univers à partir de phénomènes astrophysiques. Et les astronomes ont eu l'idée d'appeler tout ce qui n'était pas hydrogène et hélium des métaux. Pourquoi je ne sais pas, c'est histoire. Mais ces métaux forment tout ce qu'on a dans l'univers. Et si vous regardez ici, ce sont les ondes de Thorin, les méchants, les gentils, les arbres, les enfants, les pauvres, les iPhones, les lapins, les gens moyens, des colombes, la Terre et le Soleil ont tous été formés à partir de ceux qui viennent du cœur des atomes. Donc les atomes, pourquoi ça me laisse? Et donc si je fais un arbre généalogique, je me place en bas, mon neveu qui est là aussi ne doit pas être loin, et donc je peux remonter dans mon arbre généalogique. Donc je descends du Big Bang, qui est là à l'origine, et puis de beaucoup d'étoiles qui ont formé tous les atomes, et c'est la même chose pour tous ceux qui sont ici, vous compris. Et donc on descend tous du Big Bang et des étoiles qui sont mortes avant. Voilà, je vous remercie. Bien évidemment, si vous avez des questions. C'est qui?
Je voulais savoir si toutes les galaxies étaient plates. Donc effectivement, je vous ai montré que les galaxies comme celle-ci apparaissent plates dans ce qu'on appelle la tranche. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des galaxies spirales. Il y a des galaxies qu'on appelle elliptiques, qui ont des formes de ballon de football, de rugby. Et c'est leur histoire qui va donner la forme des galaxies. Lorsque les galaxies se forment, elles vont ressembler à quelque chose comme ceci. Puis de temps en temps, les galaxies entrent en collision et les étoiles se mélangent et produisent à la fin des formes qui sont différentes, donc des sortes de ballons de rugby ou de football. C'est ce qu'on appelle des galaxies elliptiques. Donc ce sont les deux formes essentielles, galaxies spirales et galaxies elliptiques. Et puis je vous ai montré les petites galaxies qui étaient autour, des nuages brillants. Elles n'ont pas de forme particulière, et on appelle ça des galaxies irrégulières. Donc il y a trois types de galaxies, des galaxies spirales, des galaxies elliptiques et des galaxies irrégulières. Le pourcentage de chacune de ces types de galaxies varie en fonction de l'âge de l'univers. Maintenant, dans l'univers, il y a essentiellement des galaxies spirales. Lorsqu'on remontait, vous avez vu, donc la forme des galaxies change. On remonte dans les âges cosmiques, et bien on a des galaxies qui sont de plus en plus irrégulières. Donc le pourcentage change en fonction de l'âge de l'univers. Et est-ce qu'elles ont toutes un trou noir au milieu? Est-ce qu'elles ont toutes un trou noir au milieu? Alors, c'est une excellente question. Elles ont quasiment toutes un trou noir au milieu. En fait, donc, si vous vous rappelez, je vous dis que ce qui est au centre s'appelle le bulbe. Et donc, le trou noir est lié à la taille du bulbe. S'il y a un gros bulbe, il va y avoir un trou noir, un petit bulbe, un petit trou noir. Mais il y a quasi systématiquement un trou noir au centre des galaxies. On ne sait pas exactement d'où ces trous noirs proviennent. Il y a plusieurs hypothèses. Mais il semblerait, encore une fois, grâce au télescope, qu'on en est à très grande distance, donc très proche du blanc, et on ne comprend pas très bien comment ils ont se former aussi. Donc c'est quelque chose, une thème de recherche encore très actif. Mais par contre, effectivement, toutes les galaxies, quasiment toutes, sont toutes petites, ont bien un trou noir, ce qu'on appelle un trou noir hypermassif. Il y a aussi des trous noirs stellaires plus petits, les grosses étoiles, lorsqu'elles meurent, vont exploser et ils restent au centre, un petit trou noir stellaire. Je me demandais, quand on observe au télescope donc les plus lointaines planètes, pourquoi, enfin les plus lointaines systèmes solaires, pourquoi est-ce que on considère que, pourquoi est-ce que le temps est pris en compte aussi en même temps? Parce que c'est comme si on supposait que la planète Terre était le point de départ. Et ça, je ne comprends pas parce que finalement, si on met un télescope de l'autre côté de la Terre, on n'observera peut-être pas forcément les mêmes choses, mais ça peut être des systèmes qui sont au niveau temporel au même niveau que le nôtre, mais pas au même endroit. Il y a un truc, un mélange au niveau de l'espace et du temps que j'ai du mal à comprendre avec. Votre question se porte sur les systèmes planétaires ou plus largement à l'échelle de l'univers? Ah bah oui, les champs de l'univers. Donc normalement, tout est à peu près isotropique dans l'univers. Quel que soit l'endroit où on se trouve, statistiquement, on va observer la même chose. Si vous regardez là, ou là, ou là, vous allez avoir dans le ciel le même nombre de galaxies que je montrais tout à l'heure. Pour le temps est défini par rapport à nous parce que on regarde très loin. Mais comme l'univers n'a pas de centre, eh bien ce temps est vu de la même manière. Si vous êtes sur la galaxie qui est tout à l'heure le petit point rouge à 10 milliards d'années-lumière de nous, eh bien vous allez voir l'univers qui se trouve de la même manière. Donc le temps est relatif par rapport à nous parce que nous on le mesure, mais il sera mesuré exactement de la même manière ailleurs. Il n'y a pas de différence de temps. Pour les systèmes planétaires, c'est un petit peu différent parce qu'ils sont tous très proches de nous. Ce sont quelques centaines d'années-lumière, ça ne représente pas grand-chose. Mais pour les galaxies lointaines comme celle-ci,